Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'École du Yoga du Rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par l'École du Yoga du Rire. Si vous connaissez une grande personne trop sérieuse et stressée, peut-être même est-ce vous-même cette grande personne. Alors nous avons une foule d'outils et de programmes pour vous aider à retrouver votre entrain, bonne humeur et sourire au quotidien. Consultez le site www.yogadurire.com et abonnez-vous à nos infolettres de bonnes nouvelles. Nous sommes là pour vous. Réalisateur à Radio-Canada depuis plusieurs années, David Thibodeau est diplômé de l'École nationale de l'humour et on peut vraiment dire qu'il a le réflexe de l'humour. Vous l'entendrez dans sa voix, c'est un gars passionné, mais quand David s'est retrouvé en burn-out, il a frappé un mur et il a remis plusieurs choses en question. Il partage généreusement avec nous ses constats et ses découvertes. Un partage vrai et plein d'humanité. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, en ce beau, je ne sais pas à quel moment l'épisode va être diffusé, mais en cette belle journée ensoleillée de l'hiver québécois, canadien, je suis installée dans un café avec David Thibodeau, qui est réalisateur, moi je t'appellerais concepteur concepteur, j'allais dire concepteur de concept, mais c'est un peu redondant, hein? Vous allez m'excuser, qui est concepteur pour toutes sortes de beaux projets. Et là, présentement, tu es réalisateur à Radio-Canada, mais nous, on s'est connus alors que tu étais à TAG Radio. Et tu t'étais impliqué dans le cadre de la campagne Défi tête rasée pour le camp. Bonjour, David Thibodeau. Salut, Linda, ça va? Méchante longue introduction, hein? Je suis capable de faire ça, moi aussi. Alors, David, on est en train de jaser hors micro sur le cheminement l'année que tu viens de traverser, parce que moi, je t'ai toujours vu comme un gars franchement très, très allumé, pétillant. Et tu as fait l'école de l'humour, toi. C'est en quelle année tu as fait l'école de l'humour? 2000-2001, dans ce coin-là. Qu'est-ce que tu avais étudié, là? T'avais comme étudié auteur. Pour être... OK. Oui, comme auteur. Pas comme... donc, c'est de là que viennent tes excellentes chroniques que j'entendais à la radio et à la télé, là. En tout cas, ça m'a permis d'entrer à Radio-Canada, ce diplôme-là, parce que... tu as parlé à Philippe Lagu il n'y a pas tellement longtemps, mais Philippe, en tout cas dans le cadre de ce podcast-là, Philippe a été ma porte d'entrée. Quand j'ai terminé l'École nationale de l'humour comme auteur, on avait à choisir un stage et moi je m'étais dit, je veux travailler avec Philippe. Écoute, il est tellement génial, je l'aime d'amour. Certainement. Ça, c'est notre trésor national. Oui, et à ce moment-là, il travaillait pour Macadam Tribu. Oui! Je tripais bien gros sur cette émission-là, j'aimais bien ça, je m'étais dit, je vais aller le voir, et puis c'est là que j'ai fait mon stage. Philippe et moi, on est devenus des bons amis, et depuis ce temps-là, ça m'a permis aussi d'être auteur pour Radio-Canada, chroniqueur, puis éventuellement réalisateur. Réalisateur maintenant. Oui, écoute, j'ai encore des épisodes de Macadam Tribu dans les balados sur mon iPod à la maison. Oui, hein? Oui, tout à fait. J'aimais beaucoup Jacques Beauchamp, moi. Puis Philippe Lagu, son personnage de Amédée Brisebois, là, j'écoutais ça en voiture, puis ça me faisait brailler de rire. Donc, c'est ton cheminement que tu as eu. Ça fait que pour moi, c'est drôle, hein, parce que quand je pense à toi, c'est l'humour, ça va de pair avec ce que tu es. Oui, tout à fait. Oui, c'est une valeur qui est super importante pour moi. Mais c'est ça, l'année dernière a été une année où... ça a pris le bord un peu. En fait, l'humour est toujours là. Hein. C'est juste que quand tu vis une passe plus difficile, mes chums m'appelaient le clown triste, parce que c'est juste que ton humour devient plus cynique, sarcastique, ironique, t'es plus dans les noirs, finalement, noir. Puis, mais c'est toujours une bien belle pilule. Oui, c'est une bonne soupape. C'est une bonne soupape, puis ça permet de désamorcer bien des situations. Alors, je me souviens qu'au début de cette année un peu plus difficile, à un moment donné, j'ai fait appel à un professionnel de la santé. Je suis allé voir un psy, puis il me dit ouais, moi, si tu choisis qu'on fasse un chemin ensemble, il faut que tu saches que j'ai un vilain défaut. Moi, les situations difficiles de mes clients, ça me fait rire. J'imagine que tu racontes quelque chose, puis que l'autre est
part à rire dans la figure. Ben, j'ai dit, ça va être un bon match parce que j'ai un bon sens de l'autodérision, puis j'en ai quelques-unes à te raconter, tu sais. Fait que j'ai l'impression même que c'est lui qui aurait dû me payer à la fin de l'année. J'y aurais fait des reçus et tout parce que je l'ai fait rire beaucoup. Mais ça m'a beaucoup aidé, tu sais, parce qu'effectivement, des fois, tu te dis, mais dans quelle espèce de situation je me suis ramassé? Puis là, tu te rends compte des mécanismes intérieurs qui t'emmènent là, de la façon dont tu penses, puis qui t'emmènent à faire à prendre des choix plutôt douteux. Fait que tu peux rire de ces choix douteux-là en disant, bon, ben, tu sais, OK, lâche prise un peu, là, puis peut-être aussi de se pardonner un peu à travers ça, en disant, OK, regarde, tu l'as échappé. Tu l'as échappé, c'est un peu cave ce que tu as fait, puis refais-le pas, puis vis mieux. Ouais, c'est drôle parce que moi, quand je m'aperçois qu'il y a des fois où je fais des choses, ou même, en tout cas, aujourd'hui, j'en ai fait plein, là, quand je fais des choses qui sont pas tout à fait dignes, on va dire, c'est la manière dont je me pardonne, puis j'accepte que je suis humaine. Je me mets à rire de moi, puis je regarde. Oui. Tout à l'heure, là, on l'a vu, là, tu sais, ben oui, je me suis fâchée. Ou plutôt que de dire, regarde, c'est un moment très intéressant dans notre vie. Puis je préfère de choisir en rire. Mais c'est pas, ça vient pas automatiquement. Non, ça vient pas automatiquement. Des fois, ça vient automatiquement parce que tout à coup, tu vas sortir quelque chose, puis peut-être que même le thérapeute avec qui tu as travaillé, tu as peut-être un jour dit, comme moi, la mienne, reste dans le moment, là, puis essaye pas de trouver le côté ridicule ou drôle de la situation. Reste dans le moment. Et c'est un muscle, hein, l'humour. Alors, tu sais, je pense que ça fait longtemps que je le travaille, puis c'est devenu plus qu'un muscle, c'est devenu un réflexe, en fait. Alors, pour toutes les situations. Mais j'aime mieux rire, évidemment, dans des situations de drôle que de dans bonheur, les situations. Ben, j'avoue que là-dessus, ça se rejoint. On se rejoint. Qu'est-ce que moi, je vis aussi, parce que pas que je vis des choses... Ben, je vis des choses, la même chose que tout le monde, mais plus dans le sens que j'ai développé mon muscle de rire. Donc, quand il y a quelque chose d'un petit peu drôle, je suis prête. Je suis prête. Donc, si je te posais la première question qui est, quand toi, tu deviens très stressé. Moi, je vous ai vu en action quand vous êtes en direct avec des gens pour les enregistrements des émissions, parce que c'est toujours en direct. Toi, ce que tu fais, de toute façon? La plupart du temps, oui. Oui. Oui, parce que l'émission... dans les émissions en direct, d'ailleurs, la musique commence à nous enterrer. Dans les émissions en direct, est-ce que... comment tu fais, toi, quand tu commences à être très stressé? Parce que je vous vois aller, surtout quand moi, je suis dans le public, là, je vous vois aller, puis je le sens, là, des fois, ça monte. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? En fait, je te dirais que dans ces moments-là, quand je réalise une émission de radio puis que je suis bien stressé, je veux pas relaxer. Je tripe sur ce stress-là. Ça, c'est de l'adrénaline pure. C'est de la grosse drogue sale, ça. Puis, de la grosse drogue propre. J'aime ça au bout. Alors, je veux pas relaxer. Je me trouve donc chanceux de faire ce job-là dans ce temps-là. Puis je le sens, là, l'élastique qui s'étire. J'en ai comme pour... Si je fais une émission de 4 heures, là, je le sens. Je vais l'étirer jusqu'au bout des 4 heures, là, tu sais. Puis quand ça va arrêter, là, tu sais, je vais avoir une espèce de montée de dopamine, tu sais. Puis après ça, tu sais, j'ai une espèce de cycle où je vais être t'es high. Ah ouais, je vais être sur un high, vraiment, carrément. Je suis drogué. Puis après ça, tu sais, tout ça descend, puis je vais juste aller me coucher. Tu sais, je suis fatigué comme ça. Après fait le marathon. Oui, exactement. Mais je ne veux pas me défaire de ce stress-là parce que pour moi, c'est un stress que j'aime beaucoup. Par contre, il y a du stress moins le fun en amont, tu sais. Bon, c'est celui-là, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Alors, celui-là, moi, ça m'a pris du temps, je pense, à l'évaluer, à bien évaluer ce stress-là, à mettre le doigt dessus en disant « Hey, c'est pas cool ce que tu es en train de vivre là, c'est un mauvais stress. » Soit que je le dégonflais effectivement par l'humour, soit que je le dégonflais par le déni, soit que je le dégonflais, tu sais, je mettais ça de côté, mais ça s'empile, hein, ces petites bêtes-là, les petites plaquettes de stress, ça s'empile, puis là, peut m'emmener, ça tombe, tu sais, comme une belle tour de bloc Lego. Fait que tu te dis, OK, maintenant, quels seraient les mécanismes pour pas que je les empile? Quels seraient les mécanismes pour, quand tu sens que ça s'empile, de prendre un break? Puis, cette année-là que je viens de passer, plus difficile, aura permis de trouver ces mécanismes-là.
C'est-à-dire... D'entendre tes signaux, finalement. Ouais, d'entendre les signaux. De les observer, puis de prendre le temps de t'arrêter. Ouais. Puis je pense qu'il n'y a rien que je vais dire que tu n'auras pas entendu dans tes précédentes rencontres. C'est-à-dire, je veux dire, quand tu parles d'un Serge Marquis... Non, mais là, attends, ça, c'est notre expert. Là, oui, mais tu sais, c'est la base. C'est-à-dire que de revenir dans l'attention, dans le moment présent, puis pas le... Comme je me souviens, il nous expliquait... Serge Marquis, que le moment présent, c'est pas d'aller sauter en bungee ou de cocher ta bucket list. C'est ça. Et parfois, je m'en venais de voir tantôt pour l'entrevue, puis chacun de mes pas était important, puis je me disais, tu sais, tout relâche pendant ce temps-là, tu penses pas à autre chose, puis là, je sentais le vent sur mon visage, je chantais, mon Dieu, ça a l'air d'une annonce de Dove, mon affaire, mais c'est ça, si tu veux, je te dis, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour revenir revenir dans le moment présent puis enlever toute trace de stress. Et plus je le fais, plus à la fin de la journée, je suis moins fatigué. Moins je suis fatigué, plus je suis de bonne humeur, je suis moins irritable, j'ai plus de fun avec mes chums, avec mes enfants, avec ma blonde. Oui, tu sais, exactement. Mais c'est comme quand tu disais tout à l'heure, t'es drogué à l'adrénaline. Il y a bien des gens pour qui, justement, ils s'en aperçoivent pas, ils sont drogués à l'adrénaline, puis quand ils travaillent moins ou quand ils ont moins de stress, là, ils tombent complètement parce que là, il n'y a plus de raison, tu n'as pas de stimulation, alors que quand tu portes attention au vent, le soleil sur ta figure, tes pas, les bruits qui t'environnent, qui t'entourent peut-être, les sons environnants, là, tu es dans le moment présent, donc ta pensée ne galope pas en avant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, ou en arrière, j'aurais donc dû. Mais pour revenir à la réalisation, quand je dis que je vis un stress que j'aime, c'est que quand, par exemple, je suis derrière la console, puis que je dois vérifier, je dois tendre une oreille sur mon animatrice qui dit quelque chose, je dois vérifier si tel invité est bien placé, je dois me dire, OK, après cette entrevue-là, qu'est-ce qu'on met, ça va-tu être en ligne avec ce qu'on a fait, je me retourne vers le technicien pour lui dire quelque chose. Pendant qu'on me tape sur l'épaule, me dire d'autres choses, je réponds au téléphone pour répondre à une critique. Quelqu'un qui passe à côté de toi et qui dit « Allô, allô! » Exactement, c'est ça. Mais à chaque fois qu'il y a un élément comme ça, j'essaie d'être pleinement dans cet élément-là parce que j'aime ça. J'aime ça. OK, là, je comparerais peut-être ça, ce moment-là, à, par exemple, un artiste qui entre en scène, qui, là, il y a quelque chose à livrer. Donc là, pendant que tu es là, c'est comme, t'es dans le moment vraiment présent. Je performe et j'aime ça. Ouais. Je performe, puis... Mais ça dure 4 heures dans ta journée. Ouais, c'est ça. Parce que le reste de la semaine, il faut monter le show. Puis, il y en a des problèmes qui en causent du stress. Tout le monde a des collègues de travail dérangeants. Tout le monde, je sais pas moi, en radio, tu veux booker aussi une entrevue, t'attends une réponse, elle vient pas. Ou 3 heures avant l'émission, t'apprends que cette personne-là viendra pas, t'as un trou dans ton show. C'est des stress qui sont pas le fun. Mais je veux dire, je recadre souvent la situation. Je travaille pas dans une mine à moins 40. Et tu recadres ça avec ton humour? Ou tu replaces ça simplement dans la bonne perspective de « je suis pas en train de faire une opération à cœur ouvert ». Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un bon vieil outil. Là, moi, on me le répète souvent, ça, dans différents milieux. Tu sais, David, on fait juste de la radio. Là. C'est vrai, mais tu sais, ça me tient à cœur, moi, que le public ait une bonne information. Ça me tient à cœur. Je me dis, le public paye pour une radio comme oui, parce que toi, tu travailles pour la radio la radio d'État. Donc, exact. Fait que, tu sais, ça vient avec des responsabilités, ça. Fait que, oui, il y a ça. Mais, en même temps, j'ai pas la vie de personne entre les mains. Oui, c'est ça. Puis si je me trompe, je me trompe. Puis là, j'ai appris à dire, oui, ça arrive des fois, David, tu vas te planter, puis... un frappeur au baseball, ça frappe pas pour 1000. Puis c'est correct des fois dans ce log une coupe dans les estrades, là, c'est pas plus grave que ça. Puis montre ça à tes enfants aussi. Je veux dire, quand mon plus vieux est un excellent joueur de hockey. Quand il performe, il est toujours dans la performance, dans la compétition, mais... Quel âge a-t-il? Il a 12 ans. Ah oui, c'est... Et là, je suis conscient que qu'il y a un peu de cette performance-là qui traîne, qui vient directement de moi. Alors, je fais beaucoup de projections des fois avec lui, mais en même temps, j'essaie de recadrer aussi avec lui. C'est pas vrai que si t'as pas marqué, t'as fait une mauvaise game. Tu sais, je veux dire, regarde ça, t'as joué une bonne partie. T'as joué d'abord, t'as le privilège aussi de jouer, de chausser des patins puis de jouer pour du hockey organisé. Mais
avant ça, tu t'es amusé, tu as eu une heure d'activité physique et tout ça. Puis, t'as pas mal joué. Arrête. C'est pas parce que tu l'as pas mis dedans, là, tu sais, que t'as mal joué. Puis même si t'avais mal joué. C'est ça, c'est pas grave. T'as joué. Moi, je passe mon temps, en tout cas. Chez nous, en famille, quand on joue aux cartes, moi, je suis la fille qui je suis pas trop. En tout cas, ils m'aiment pas à cause de ça, là. Mais je suis la fille, moi, je prends rien au sérieux, là. Ça fait que je joue aux cartes, tu sais, puis des fois, je fais comme, ben oui. Puis là, ça arrive de temps en temps que c'est moi qui gagne. Puis je dis, oui, mais c'est juste un jeu. Oui, mais c'est pas grave, c'est juste un jeu. Oui, mais c'est facile à dire, là, t'as gagné. Non, c'est un jeu. On joue aux cartes. Je prends pas ça au sérieux, là. Faut pas. C'est ça. Ben moi, je reconnais dans mes enfants qui sont très mauvais perdants. Je me reconnais, mais maintenant, j'enlève ça. C'est quelque chose que j'enlève. Donc, toi, quand t'es stressé, quand t'as des moments de pic au travail, c'est pendant l'émission, là, c'est du bon stress. Ça, j'appellerais ça du bon stress. Puis quand t'as du stress qui est moins bon... Alors, tu sais, du mauvais stress, là, j'en ai eu une dose là, dans les derniers mois. Tu sais, Ben toi, tu as eu une remise en question, là. C'est du mauvais stress. La crise de 40 ans qu'on disait. Oui. Je pensais que ça n'existait pas pour vrai, mais ça existe. En tout cas, Mais c'est replacer les choses à leur bonne place. Une grosse remise en question juteuse, bien juteuse. Et puis, ça demande donc, cette remise en question-là, de se connaître davantage. Et pour ça, on est dans une société où il y a beaucoup de bruit. Hein? Je sais pas, j'en entends beaucoup dans mes écouteurs en ce moment. Oui, on le vit présentement. Alors, s'il y a quelque chose, moi, sur lequel ça m'a permis d'insister cette année, c'est l'importance de me retrouver tout seul. L'importance de prendre du temps seul. Le plus beau sentiment que j'ai vécu, puis auquel j'essaie de retoucher régulièrement, c'était en 2001. Je vais refaire un autre cliché, j'ai fait Compostelle. Ça, c'est un beau cliché, ça aussi. Ouais. J'ai marché Compostelle, un cliché de la psychopop, mais j'y allais pas pour ça à l'époque. C'est mon père qui y allait, puis ça te tente dessus, puis on l'a fait. T'as fait Compostelle avec ton père? Ben, lui, il marche plus vite que moi, fait qu'on était à une distance, fait qu'on l'a fait. Mais c'est pas grave, vous êtes partis en même temps. Voilà. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais tout seul au monde, à savoir où j'étais, à un moment précis. Et j'ai trouvé ça enivrant d'être à un endroit précis. Personne de mon entourage savait que j'étais là. Personne qui gravitait autour de moi me connaissait, donc il n'y en avait rien à sacrer, il n'y en avait rien à cirer. Puis, j'ai trouvé ça enivrant, ça. Je suis vraiment comme tout seul. Il n'y avait pas de bruit, ou juste du beau bruit. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas... Non, c'était juste la nature. Et... Moi, et je tente souvent de retrouver ça. Alors, des fois, ça peut être inquiétant, tu sais, pour ta blonde de dire, hey, en fin de semaine, je cherche-moi pas, je m'en vais dans le bois, là, puis je reviens dans 3 jours, tu sais. Ben voyons, tu sais. Ben oui, je me suis aperçu qu'il faut quand même que je me le permette, ça, tu sais. Pour ton équilibre, ça, c'est important de te retrouver tout seul, sans stimulation extérieure, externe, autre que la nature qui est là. Qui rejoint finalement un autre cliché qui est la méditation. C'est pas des clichés? Ben non, mais c'est des... c'est des... non, c'est pas des clichés, t'as raison, mais c'est des... c'est tellement la base, en fait. Ben ouais, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, puis qu'on en entend parler. Moi, je trouve pas que c'est des clichés, c'est justement, c'est des choses... ça devient vrai à un moment parce que c'est pas juste... j'ai fait ça, c'est à la mode. Je te dis, ça marche, tu sais, je veux dire... Je pas essayé le yoga encore, mais un jour, je vais peut-être m'y mettre. Mais tu sais, oui, méditation, jogging, tu sais, l'activité physique, là, je veux dire, on dira ce qu'on voudra, mais c'est ça aussi, tu as une belle montée de... Ça aussi, ça t'aide pour diminuer le stress, les préoccupations. Fait que tu fais-tu la même chose quand tu as des journées où est-ce que tu te réveilles le matin? Bien là, tu me disais tout à l'heure qu'il y a un moment où tu t'es levé et que tu as dit non, je suis pas capable. Je suis pas capable d'aller travailler aujourd'hui, ça veut pas. Ça, quand tu t'aperçois de ça puis que tu es très passionné par ce que tu fais, c'est un gros coup, là. Donc, quand tu te lèves le matin puis que tu es comme ça, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? Ben, peut-être pas aussi bas, mais quand tu te lèves le matin, tu dis aujourd'hui, là, je suis pas dedans, ou je suis un peu triste, ou peu importe. Qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral dans ce temps-là? Tu t'en vas tout seul dans le bois? Écoute, pour l'instant, là, chacune des journées que je vis à ce moment-ci, là, de ce temps-ci, sont toutes plus belles que celles que j'ai vécues dans les derniers mois. Alors tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas retouché à ça.
Ben, ça fait longtemps. Je retouche pas souvent à ça parce que j'ai changé aussi beaucoup d'habitudes de vie. Je m'entraîne le matin. Ça fouette les hormones aussi. J'ai jamais été obèse, mais je mange mieux, je mange moins. Je fais une méditation une fois par jour. Quand j'en ai assez du bruit au bureau, je me trouve une petite place pour aller prendre 10 minutes à moi, prendre l'oxygène à l'extérieur. Pendant 1 an, j'ai fumé la cigarette de 5 à 8 cigarettes par jour. C'était fou raide. Mais je me rendais compte que c'était le seul moment où je pouvais prendre une pause dans ma journée. Ouais. Il a fallu changer toutes ces habitudes-là pour dire, prendre une pause un peu plus saine, tu sais. Écoute, c'est moins wild de croquer une pomme que de fumer une cigarette, mais qu'est-ce que je te dis, c'est meilleur. J'avoue que, non, puis c'est pas juste ça, c'est parce qu'on réalise pas. Moi, je sais que j'ai déjà fumé. Je suis une ancienne fumeuse. Puis pendant que je fumais, ce que je m'apercevais, c'est que tu prends une grande inspiration. Donc là, tu prends une grande inspiration, puis là, tu expires lentement. Ouais. Puis ce que je constatais aussi, c'est qu'en ayant arrêté de fumer, les gens dans mon entourage qui fument encore, eux autres, ils prennent une pause. Je m'en vais fumer. Fait qu'eux, ils prennent une pause. Moi, je fume pas. Donc, je continue à travailler. J'ai dit, ça, c'est pas juste. Il doit pas y avoir un entre-deux, hein? J'imagine. Ouais. Fait que je cherche cet entre-deux-là, mais non, mais il a fallu changer toutes ces habitudes-là. Donc, les 5 à 8 moments que je prenais pour aller fumer, je les ai transformés en méditation, en lecture, tu vois. J'avoue, comme je lisais plus, moi. Tu sais, les petites bébelles qu'on appelle les téléphones, là, oui. Tu peux tout faire avec ça, tu peux laver ton linge quasiment. Tu sais, je veux dire, j'en prends encore beaucoup de temps d'écran, tu sais, mais tu sais, lire... Un livre de papier, là, oui, tu sais, tourner des pages avec les doigts, là, tu sais, pour vrai. Ben, tu sais, juste prendre 10 minutes. Fait que j'essaie d'incorporer ça, les habitudes, tu sais, aller prendre l'air 10 minutes sans aller faire un tour de pâté de maison, tu sais. Fait que changer ces habitudes-là, ça a été quand même vraiment bien fait. Mais là, encore là, je te parle de la base. Le fameux esprit sain dans un corps sain, là, tu sais, je veux dire, ça, on l'a pas inventé hier, mais c'est... Mieux dormir aussi. Oh my God! Tu sais, j'avais jamais vécu ça, moi, ne pas dormir la nuit. Là, je comprends beaucoup de personnes... T'es mis à faire de l'insomnie pendant cette année-là? Fait que j'avais jamais vécu ça. Mais, ça, c'est intéressant. Parce que quand on dort pas, puis je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, là, 3 nuits à vraiment mal dormir, là. Et puis, je me sentais, la 4e journée, là, je me sentais comme si j'avais bu 3 verres de vin. C'est comme, bof. Ils me rappelleront, Alors là, ça l'est la spirale, la fameuse spirale qui t'emmène, le downward spiral. C'est ça tire vers en bas. Ça tire vers le bas. C'est là que c'est dangereux. Fait que la recette, là, en tout cas pour l'instant, qui tient la route, c'est la base. Donc, exercice physique, saines habitudes de vie, sommeil, prendre du temps seul, puis se rappeler, recadrer, se rappeler régulièrement que ce qu'on fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas nécessairement du mauvais stress, là. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose de bien qui se passe avec tout ça. Recadrer les événements. Mettre les choses à leur place, c'est tellement important parce que moi, je le retiens. Là. De temps en temps, quand je suis dans des moments où, des fois, je me dis, OK, qu'est-ce que ça va changer si ça arrive pas? Ou qu'est-ce que ça va changer si ça arrive? Exact. Est-ce que quelqu'un va mourir? Oui, fais quelque chose tout de suite. Non, laisse faire. C'est une grosse job d'ego, tu sais. Je veux dire... ça aussi. Mais oui, parce que, je suis beaucoup dans la performance. C'est mon ego. C'est sûr que c'est mon ego qui parle. Alors, dans ce temps-là, j'essaie de diminuer le volume de la performance. Moi, j'aime ça, plaire aux autres. Ça fait partie de ma vie, ça. Plaire pratiquement à tout prix. Faire plaisir. Alors, ne pas déplaire, en tout cas. Ne pas faire de peine à personne. Tu sais, le bon gars. À un moment donné, tu peux baisser le volume un peu de ça aussi. Puis dire, oui, ça se pourrait que des fois... ça fait partie de la vie, je vais déplaire. Puis je vais avoir fait un choix personnel qui, moi, peut-être va me sauver, par exemple. T'sais. Ça t'a pas aidé, toi, toutes les posts qu'on voit à un moment donné qui disent justement ce que les autres pensent de moi, ça me regarde pas. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit ce que les autres pensent de moi, donc ça me regarde pas. Ça veut dire que si t'es pas d'accord, ça me regarde pas. Donc ça se peut, ça t'appartient. Oui,
Non, mais pas tant. Pas tant. À un moment donné, ça vient non, mais tu l'oublies vite, ça, tu sais. Ouais. Puis là, encore une bonne Puis même chose... si tu le mets sur un post-it en face de toi, des fois, le post-it, t'arrêtes de le voir. C'est ça. Puis une maudite chance, je suis pas sur les médias sociaux, alors tu sais, je consomme pas beaucoup de médias sociaux, puis je sais que c'est une plaie, ça aussi, qui permet de se comparer. Je pense que c'est une arme à deux tranchants, c'est ça. T'as raison, ça fait de la comparaison, puis d'autres fois, des fois, ça fait du bien, puis d'autres fois, non, pas du tout. C'est ça. J'ai hâte de tomber dans les... comment je vais équiper mes gars pour ça, tu sais. Ouais. Tes garçons, ils ont quel âge? 12 et 10. 12 et 10? Puis, Ouais. qu'est-ce que tu leur transmets comme... Est-ce qu'ils sont dans la performance que tu me disais, les deux? Il y en a un dans la performance, l'autre, il est vraiment... c'est Monsieur Bonheur qui s'en fait pas grand-chose, tu sais. Alors, qui retient beaucoup plus de sa mère, finalement, tu sais, qui ont un don pour le bonheur, tu sais, un don pour le... Oui, ma blonde est comme ça, moi, tu sais. Moi, je suis une personne très tourmentée, très complexe, et puis je pense que ça vient m'aider à balancer que ma blonde ramène ça sur le plancher des vaches, souvent, tu sais, puis beaucoup dans l'humour, évidemment, là, énormément, là, c'est la fille la plus drôle que je connais au monde, tu sais. Alors, ça m'aide. Ce que je transmets aux gars là-dedans, Ou qu'eux te transmettent. Parce que ça va dans les deux sens avec les enfants. Ouais. C'est une bonne question. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on se co-enseigne des choses. Ça, c'est clair. C'est clair. Parce que mon plus vieux, il est comme moi. Là, je pense qu'on a plus souvent... On est très tourmenté. On a beaucoup de pensées. Mon cerveau crie beaucoup de pensées. Puis à un moment donné, il y a un trop-plein. Fait que quand je vois que lui, il y a un trop-plein, je me dis, mais moi, ça m'arrive souvent aussi, tu sais. J'essaie de l'emmener dans la respiration, dans la méditation, dans le lâcher-prise, dans le « c'est pas grave ». Ah, bon Dieu, c'est pas grave. Ça, je dis ça souvent, tu sais. C'est pas grave. Hey, d'autres, demain, tu vas te lever là, dans ton lit, là. T'as un toit sur la tête, tu sais. Ça va bien, là. Tu vas le faire, tu vas manger ton bol de céréales, tu vas aller à l'école, t'es chanceux. Puis, fait que le c'est pas grave, ça je leur dis souvent. Puis je pense que quand je leur dis, c'est parce que je suis en train de me le dire à moi aussi. Ouais. C'est ce que je m'aperçois souvent. Quand il y a des choses qu'on répète, en tout cas, moi, par expérience, pour moi, c'est effectivement ça. Quand je répète quelque chose. C'est pour ça que des fois, dans mes ateliers, moi, je dis, continue de te le répéter, ma grande. Le message va finir par rentrer. Là. Ça va finir. C'est ça la pédagogie. C'est l'art de répéter. Parce que la quantité de fois que je dis, regarde, on peut rire de tellement de situations, puis arrêter de se prendre au sérieux, arrêter de prendre les choses au sérieux, puis quand tu es capable d'en rire, t'en es plus prisonnier. Donc, et mon Dieu, il y a vraiment... On n'en est plus prisonnier. Là. Ça vient de me résonner dans les oreilles avec les écouteurs. Chapeau à play. Ouch! Là, tu vois, regarde, on va recadrer là, pendant ce temps-là. C'est un couteau, il lèche sur le doigt, puis il pousse le sang. Mais regarde, lui, regarde nous comment ça va pendant ce temps-là, ça va bien. Ça va bien, on est assis, on rit. Il voit un plaster. Puis toi, au travail, est-ce que pour toi, le rire, ça a beaucoup d'importance? Ben, de l'humour, c'est sûr, là? Énormément. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose que je me suis aperçu dans les derniers mois. Je riais moins. J'avais moins de fun au bureau. Et puis, je me demandais comment retrouver ce fun-là. Tellement que ça en était rendu un objectif qui était même statué par ma boss. Qui a dit, bon, ben David, ton objectif, c'est d'avoir du fun. Ben oui, c'est important pour moi. J'ai eu des collègues de travail dans les dernières années avec qui je pouvais dédramatiser les choses, avec qui je pouvais rire beaucoup. Puis avec, j'ai un humour parfois assez trash. Je pouvais pratiquer cet humour-là avec eux autres. Ces gens-là, pour la plupart, sont partis du bureau. Et ça m'a fait de quoi? Parallèlement à ça, on est tombé dans une époque où le politiquement correct a pris le dessus. Ouais. Et c'est vrai pour les espaces de travail également. Tu peux plus dire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. D'une certaine façon, c'est bien, là, parce que... Oui, ben c'est ça, mais on a tous n'importe quoi à géométrie variable, là, tu sais, ouais, je veux dire, je me promène pas nu au bureau. Surtout, c'est des aires ouvertes. Oui, c'est trop frisquet. Alors, mais il y avait des choses qu'on disait qui étaient très, tu sais, c'était très libérateur, c'était très... puis
beaucoup moins... Enfin, moi, je me sens moins libre, en tout cas, au bureau, de pouvoir dire et faire n'importe quoi, parce qu'en même temps, je suis conscient, là, je veux pas manquer de respect envers personne. Mais en plus, je suis dans un air ouvert, on peut pas parler fort, je peux pas envoyer une boulette de papier par la tête de mon collègue parce que je trouve ça drôle, je vais en déranger 10, même si je vais le faire rire lui. C'est pas... c'est intéressant, ça. J'avais jamais pensé à ça, parce que moi, je me disais, au contraire, quand tu lances une boulette de papier, si quelqu'un se met à rire, ça va permettre à tous les autres de décompresser un peu, mais là, pas ce que tu me dis. Non, parce que t'en as un qui est en train de monter un reportage, puis il faut qu'il soit prêt dans 2 minutes. L'autre, tout le monde est dans des situations, justement, de stress. Tu sais. Et si tu les déranges, que tu leur en ajoutes par-dessus, parfois c'est moi qu'on dérange sur lequel on en remet, mais ça devient frustrant. Tu te dis, je peux pas me concentrer, je peux pas avancer, je peux pas produire, je peux pas créer. C'est bien frustrant. Fait que là, t'es dans ta bulle à ce moment-là, t'es dans ta bulle de sérieux. Ouais, c'est ça. Fait que là, ton sens de l'humour, il est pas présent là-dedans. As-tu remarqué de toute façon, quand on est dans des moments stressés, notre sens de l'humour, il est absent. Oui, c'est vrai, ben souvent, c'est vrai. Il y a aussi que tu es tellement concentré sur une chose que tu es en train de faire. C'est dur de faire 2 choses à la fois quand tu donnes toute ton attention. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne. Notre cerveau n'est pas capable de penser à 2 choses en même temps. Rien que Serge Marquis aussi nous le disait. C'est juste une chose à la fois. Donc, si tu dis, là, je reste sur le petit cercle en dessous de mes narines, c'est là qu'elle est ta présence. C'est pas en train de... exactement. Alors, quand je suis concentré sur mon émission, puis je suis concentré sur ce que mon animatrice ou mon animateur dit, je me les approprie. Tu réalises leur émission. Donc. Et puis dans ce temps-là, je pense à rien d'autre. Donc je me dis, OK, est-ce que je veux dire, y a-t-il une faute de français? Est-ce que l'idée est claire? Est-ce que le public comprend ce qu'on veut expliquer? C'est tout ça que je pensais. Elle est là, mon attention. Puis mon fun est là aussi. Mais toi, ça t'arrive pas de toute façon de vouloir jouer des tours puis de les déstabiliser pour pouvoir les faire rire ou quelque chose comme ça? Souvent, même que c'est une technique de réalisation. Je sortir l'animateur ou le chroniqueur de sa zone de confort. Souvent, ça permet un moment de radio. Souvent, ça permet à cette personne-là de réaliser qu'elle est capable d'agir en étant déstabilisée, puis ça lui apporte elle voit son travail d'une autre façon. Puis ça change la routine. Ça change la routine aussi, ce qui est bien important pour moi. Vivre des nouvelles expériences. C'est drôle, moi, ma perception de toi, c'est parce que moi, quand j'étais patronne, j'étais reconnue comme, je suis très sérieuse, je veux qu'il y ait des résultats, mais je joue des tours. Ah ouais. C'est que les personnes aimaient ça travailler avec moi juste parce que ça leur permettait d'être humain, puis de rire quand tu faisais des choses qui étaient comme... Puis moi, je surveillais parce que ça, c'était le côté espiègle qui sortait là, complètement. Là. Et ça faisait du bien dans les équipes. Quand j'enlève la performance, oui, c'est plus facile. T'sais. Mais sinon, je suis tellement dans le... faut que je réussisse. C'est sûr que quand vous êtes en onde... Et là, le stress, des fois, tu sais, ben écoute, ça veut dire que toi, quand tu es stressé, quand c'est pendant ton émission, tu restes là-dedans parce que tu es bien avec ça, puis c'est important que tu l'aies. Quand tu es hors contexte de ton travail, tu te permets de respirer, peut-être de méditer, tu t'en vas, tu t'isoles, puis tu fais la même chose quand tu as une journée où tu es plus ou moins de bonne humeur, tu vas choisir des choses. Tu me disais tantôt que tu écoutes, tu vas lire. Qu'est-ce que tu m'as dit aussi? Moi, j'ai un trou de mémoire. L'activité physique. Ah oui, mon Dieu, comment? Puis tu essaies de mieux t'alimenter. Donc c'est ça. C'est tout des trucs de base, mais... le bon vieux jogging, ça te replace les idées, ça. Je veux dire, t'es tout seul avec toi-même, là, puis t'as une liberté de mouvement, puis c'est beau, puis tu te concentres sur chacun de tes pas, puis encore là, ça permet d'évacuer beaucoup de choses. God, wow. Puis tu respires. Ah ouais. Ça se fait aller les toxines, ça part de là. Ah ouais. Merci beaucoup, David Thibodeau, et je te souhaite... les prochaines années, à l'image de ce que moi je vois de toi, quelque chose de beau, de chouette, de chaleureux, puis de souriant. C'est vraiment gentil. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com.
Et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.